Bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Laure. Je serai une de vos animatrices aujourd'hui pour ce webinaire, cette discussion, cet échange pendant la grande conférence annuelle 2021 du Réseau québécois COVID-Pandémie, Pensez demain. Veuillez noter, et je crois que vous avez dû l'accepter de toute façon en vous joignant à nous, que cet événement est enregistré et sera disponible après sur la chaîne YouTube du réseau, je crois bien, et d'une autre aussi. Et puis, il y aura des notes de colloques qui seront aussi faites grâce à cet enregistrement. Voilà. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, c'est le moment d'aller vous faire un café. Voilà. D'accord. Donc, c'était les petites notes techniques. Je vais laisser Émilie nous mettre en bouche un petit peu sur ce webinaire qui va porter sur la covidisation de la recherche québécoise et en ce qui nous concerne, les stratégies, les questions éthiques et une réflexion qu'on souhaite avoir avec vous aujourd'hui, vous étant nos chers panélistes qui ont accepté votre enthousiasme de se joindre à nous et vous, l'auditoire qui êtes présent. On va ouvrir le tableau blanc, le mode conversé pour partager nos idées, nos envies, et nos peurs et nos craintes par rapport à la covidisation. Je laisse Émilie nous parler un petit peu de cette initiative. Merci beaucoup, Catherine, et merci beaucoup tous les panélistes et aussi les participants qui sont venus à cet atelier-ci. La raison d'être de cet événement, de cet atelier, en fait, ressort de discussions qu'on a eues de différents axes qui font partie du réseau de la recherche en santé des populations du Québec, donc le RRSPQ, depuis plus d'un an maintenant, pas mal en même temps que la COVID, elle a commencé. Et en fait, c'est ça, notre réflexion tournait autour de c'était quoi, dans le fond, les conséquences un peu de la COVID, de ce qu'on appelle la covidisation. Donc, par ce terme-là, on englobe aussi les mesures de gestion sanitaire, un peu de transformation des comportements. Quelles sont les diverses conséquences que ça a eu pour la recherche? Et si on se retourne un petit peu en arrière au début de la pandémie, ce qu'on a vu, c'est qu'évidemment, beaucoup de la recherche qui se faisait en santé des populations, donc les gens qui allaient directement dans les milieux de soins, par exemple, évidemment, il a fallu qu'ils arrêtent toutes leurs activités. Même chose avec les mesures de distanciation sociale, tous les gens qui faisaient de la collecte de données ou de la recherche, justement, avec des participants humains. Ça aussi, ça a été mis sur la sellette. Beaucoup des appels à subventions, des appels à projets ont été gelés, ont été mis sur pause parce qu'il y a eu une espèce de mouvement sociétal. En fait, si on se rappelle bien, c'était une situation tellement nouvelle, tellement inattendue, bon, dépendamment dans quel champ on se trouve. Là, les épidémiologistes de ce monde vous diront qu'ils l'attendaient depuis à peu près 60 ans. Mais en fait, c'est ça, il y a eu quand même un moment où il y a eu plusieurs projets de subventions de recherche qui ont été mis sur pause. Et puis, c'est comme si toutes ces fractions-là de la société se sont mis ensemble pour réfléchir et vouloir faire partie de la réflexion, de la solution aussi. On voulu mettre les ressources qu'il y avait à leur disposition pour voir comment on pouvait s'entraider et se soutenir. Mais évidemment, la façon dont la recherche fonctionne, c'est aussi que, bon, les chercheurs ont besoin de ces occasions-là de financement pour faire avancer leur recherche, pour faire avancer aussi leur carrière. Et puis, il y a eu vraiment un moment, là, si on veut, dans les coulisses, où on a eu l'impression que certaines thématiques de recherche ont été mises de côté à cause de cette façon-là dont la recherche fonctionne, pour le soutien à la recherche. D'un autre côté, on a vu aussi toute une espèce d'accélération du virage numérique. Là, donc, de plus en plus, c'était à partir des outils numériques qu'on allait pouvoir faire de la recherche. Beaucoup ont investi aussi à penser autrement, à innover, à voir comment on pouvait utiliser le numérique. Ça, évidemment, ça a toutes sortes de conséquences, notamment la fracture numérique, là, qui peut utiliser ou qui utilise ces outils-là. Et puis, d'un autre part, on a aussi vu
une espèce de rapprochement entre la recherche et les orientations politiques aussi. Alors, mais en même temps, tout ça, bon, il y a toutes sortes de petites choses que je nomme pas, puis c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, de pouvoir être ensemble et réfléchir ensemble à, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond dans les presque 2 ans passés, c'est quoi les autres conséquences, les autres transformations, les autres impacts qu'on a vus pour la recherche, puis évidemment, comment penser la recherche de demain. Alors là, c'était vraiment une longue mise en bouche, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'on est dedans, donc notre réflexion a quand même évolué aussi là-dessus. De retour à toi, Catherine. Donc oui, ça fait longtemps, moi, que je t'en entends parler, que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et moi, j'ai rejoint le projet dans les dernières semaines, on va dire ça comme ça. Et puis, je suis très contente de pouvoir animer ceci. Ce qui m'a amenée à proposer une animation un petit peu peut-être avec un pas de recul pour se demander, pour réouvrir un petit peu la question différemment. Donc, j'ai proposé à Émilie et le groupe plus une animation de type World Café. Ce qui implique de faire des tours de table et d'avoir des questions pour nos panélistes qui se veulent relativement ouvertes pour aller vraiment, comme ils disent, harvester en bon français, moissonner. Qu'est-ce qui peut sortir de ces idées-là? Qu'est-ce qui peut émerger de cet échange-là? Émilie, tu me diras, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin puisqu'on est 15 et de proposer d'aller un petit peu plus loin dans l'affaire. Bonjour Amélie. Et si les gens veulent participer, je vous inviterai quand même à lever la main. On avait pensé ouvrir le tableau blanc, le mode conversé est ouvert. Si vous préférez rester sur l'écrit, il n'y a pas de problème. Donc, le tableau blanc, c'est un peu aussi pour rendre le rapport et les notes intéressants. Donc, si vous avez envie de prendre des notes sur ce tableau, gênez-vous pas. Si vous avez envie de tester vos compétences Zoom et de voir comment ça fonctionne, ce truc, c'est le moment. Je vais essayer de le faire moi aussi. Mais puisqu'on n'est pas beaucoup, je vous invite aussi à lever la main puis à prendre la parole, caméra ouverte ou fermée. Donc voilà, nouvelles instructions. Là, moi, on m'a mis en mode plein écran. Juste un instant. J'ai besoin de mes notes. Donc, voilà, j'arrive ici. Donc, un échange à la manière d'un World Café entre les membres de la communauté scientifique. Donc, les panélistes vont se présenter. Il y a des chercheurs, il y avait des journalistes, entrepreneurs, des étudiants, afin de se questionner dans la bonne humeur sur la covidisation de la recherche. Doit-on en avoir peur? Est-ce seulement un problème? Quels sont les angles morts qui incluent à la fois les impacts négatifs et positifs? La seule chose qui est certaine, c'est que le changement est en cours et sera durable. Prenons du recul sur les derniers mois, sans jugement ni condamnation, avec ouverture pour mieux regarder vers l'avant et agir grâce au produit d'une réflexion collaborative. Donc, on est dans un webinaire d'environ 90 minutes qui va être découpé en 2 segments. Il y a 3 questions d'échange libre qui ont été formulées. La première, on va faire un tour de table pour demander aux panélistes pourquoi ils ont accepté avec tant d'enthousiasme, personnellement, je n'avais jamais vu ça, de participer à cet échange. Ensuite, on va se questionner sur quels sont les impacts positifs et négatifs de la pandémie sur le travail de tout un chacun. Et vous pourrez partager des anecdotes mettant en jour la covidisation dans nos vies. Je vous invite à prendre votre papier-crayon pour un défi pour le dernier tour de table. Donc, le défi qui a été lancé aussi aux panélistes, c'est de dire, sans explication, en restant sur le thème de cette conférence, de répondre à la question « Pensez demain, COVID et recherche, on s'en va où? » Donc, à ce moment-là, je demanderai aux panélistes soit de l'écrire sur le tableau blanc, soit de le nommer. Et Madame Gentelet, comme on sait que vous devez partir, soit vous me l'enverrez dans le mode conversé si vous y avez réfléchi. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite annonce. Madame Lambert-Chan n'a pas pu se présenter ce matin, donc je vais la présenter. Et ensuite, on fera un tour de table pour que vous puissiez vous présenter les panélistes.
Et ensuite, on refera un tour de table pour que vous puissiez nous partager pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, Madame Lambert-Chan est communicatrice scientifique et rédactrice en chef de Québec Science. Elle a écrit un article dans justement Québec Science le 1er avril dernier sur la covidisation de la recherche. Je vais vous partager le lien à l'instant, qui s'appelle « Attention à la covidisation de la recherche scientifique ». Quand j'ai eu la chance de lui parler avant le webinaire, ce que je peux vous dire, c'est que son point de vue journalistique, c'est que ça a été évidemment un grand défi de couvrir toute la science pendant la pandémie. Donc, ils ont dû faire des choix cornéliens entre quel thème aborder. Je pense que c'est un défi qui est assez transversal, je crois, dans le jonglage qu'on a dû faire cette année. Donc, voilà, elle s'excuse, elle est de cœur avec nous aujourd'hui. Donc, je vous partage son article, c'est très intéressant, évidemment, si le sujet vous intéresse comme nous. Donc, est-ce que je vous laisse vous lancer pour vous présenter ou on y va par ordre alphabétique? Qui se lance? Allez, monsieur, on vous écoute, vous avez ouvert votre micro. J'ai ouvert mon micro pour dire que l'ordre alphabétique me convenait parfaitement, puisque avec W, c'est toujours moi qui suis le dernier. On peut le faire à l'inverse, là, quand même. Oui, on peut le faire à l'inverse. Moi, je vais me présenter, Daniel Weinstock, je suis prof à la faculté de droit de l'Université McGill. J'ai été directeur pendant 7 ans de l'Institut des politiques sociales et de santé de cette même université. Voilà. Est-ce que j'aurais d'autres choses à dire? Je pense que ça va suffire pour l'instant. C'était sur mute encore, Catherine, je ne sais pas si tu parlais. Donc, Émilie Dienne, moi, je suis chercheure d'établissement à Vitam, qui est le centre de recherche en santé durable à Québec, donc affilié au CIUS de la capitale nationale et l'Université Laval, et je suis aussi professeure associée au département de sociologie de l'Université Laval et co-responsable de l'axe TIC et santé du réseau de la recherche en santé des populations du Québec avec Marie-Pierre Gagnon. Marie-Pierre, c'était comme toi. Je vais poursuivre. Donc, bonjour tout le monde. Marie-Pierre Gagnon, je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche Vitam en santé durable, également chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec. J'ai l'honneur d'être co-responsable de l'axe TIC et santé du réseau de recherche en santé des populations du Québec avec Émilie. Merci. Je pense que c'est moi maintenant. Donc, Karine Gentelet, je suis professeure de sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais et aussi titulaire de la chaire alors ABONA, ENS pour École normale supérieure, OBVIA pour l'Observatoire international des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, et la chaire est sur intelligence artificielle et justice sociale. Et nous avons notre étudiante qui veut peut-être se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Doriane Etienne, je suis étudiante à l'Université Laval en doctorat en sciences cliniques et biomédicales. Je suis aussi rattachée au Vitam et je suis la coordinatrice de l'axe TIC et santé du RRSPQ avec Marie-Pierre Gagnon et Émilie Dienne. Bienvenue à tous. Catherine Laure, experte en transfert de connaissances, qui fait partie de l'axe TIC, de la belle équipe de l'axe TIC et santé du RRSPQ et qui est cofondatrice d'Immerscience, qui fait de la curation et du courtage de connaissances, chercheur défroqué, très intéressée par la covidisation aussi. Donc, prochaine question. Je n'ai pas oublié personne, hein? Je suis désolée. Non, on est bon. Alors, qui veut se lancer sur pourquoi avez-vous accepté avec tant d'enthousiasme? En à peine 24 heures, tout le monde avait dit oui. On n'a même pas eu besoin de plan B, C ou D. Donc, j'imagine que le sujet de la covidisation était proche de votre cœur. Oui, je vais commencer parce que moi, en fait, quand je devais pas participer, j'en avais entendu parler par Émilie au sein de l'axe TIC et santé. Donc, c'était un sujet qui lui tenait beaucoup à cœur et je l'encourageais, tout ça. Mais je n'avais pas pensé participer. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit,
Ouais, pourquoi pas? Moi aussi, j'ai envie de parler et c'est ça, c'est l'envie de parler, c'est l'envie d'échanger sur nos expériences et ce dont on a parlé au cours de la dernière année et demie, de pouvoir le partager de façon, disons, structurée avec une activité qui a un nom, de nommer ces choses-là. Donc, c'était vraiment spontanément un besoin d'échanger avec des collègues et d'avoir différentes visions, là, de sortir de mon petit cercle habituel. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci. Mais je peux y aller si, parce que j'ai la chance d'être sur un projet avec Marie-Pierre. Donc, ben, c'est ça en fait. C'était aussi la pandémie nous a laissé quand même, même si on était sur Zoom, pas mal isolés comme chercheurs, avec des expériences qui sont très différentes. Donc, je pense que le réseautage est d'autant plus important. Mais aussi, ce que je trouvais qui était intéressant, c'est que bon, c'est pas tout à fait derrière nous, mais on commence quand même à en voir la fin. Et je pense que ça va être important maintenant d'avoir une réflexion sur ce qu'on a vécu comme chercheur, mais aussi sur ce que la pandémie a amené. Et je trouvais que particulièrement en question de santé, puisque c'était le thème principal de la pandémie, on va dire, comme ça, mais que c'est important de revenir là-dessus et d'avoir maintenant de passer sur le processus post-production et post-réflexion de ce qu'on a vécu en tant que chercheur et en tant que comme société, surtout. Merci. Ben, je peux peut-être y aller. Je me suis senti très interpellé par le thème, puisque, bon, on en parlera plus tard, j'en parlerai plus tard ce matin, mais ma recherche a été assez rapidement covidifiée je dirais pour deux raisons qui sont un peu à l'inverse l'une de l'autre. D'un côté, bon, je sentais qu'il y avait des choses que j'avais écrites et auxquelles j'avais réfléchi sur d'autres questions qui avaient une pertinence pour penser aux défis qui se présentaient à nous en tant que société pour faire face à une pandémie. Donc, je sentais qu'il y avait des extensions naturelles sur le travail que je faisais notamment, et j'en parlerai plus tantôt, peut-être un peu plus de détails, sur la réduction des méfaits, le harm reduction, comme on l'appelle en anglais. Mais aussi, je sentais le besoin, même par rapport à des problématiques liées à la COVID qui n'étaient pas connectées à ma recherche préalable, je sentais une sorte d'urgence. Je sentais que fallait que tout le monde, on mette un peu notre épaule à la roue, qu'on faisait face à une sorte de catastrophe. Personne, à moins d'avoir vécu la grippe espagnole, n'a vécu une situation de cette ampleur, autant au niveau de sa globalité qu'au niveau de la mesure dans laquelle elle a complètement transformé nos manières de faire au quotidien, etc. Et donc, je me disais, même s'il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas réfléchi auparavant, faut qu'on s'y mette, il faut qu'on essaye de comprendre ce qui nous arrive pour s'en sortir, mais également pour mieux prévoir la prochaine fois. Donc là, ma principale activité de recherche ces temps-ci a trait à l'hésitation vaccinale, essayer de mieux comprendre les ressorts de l'hésitation vaccinale. Si vous m'aviez dit il y a 3 ans là, que je serais impliqué dans un projet là, sur l'hésitation vaccinale, je vous aurais dit, mais non, je ne vois pas vraiment. Pourtant, il y a de l'hésitation vaccinale, il y en avait avant la COVID. Là, une de nos collègues qui est dans le projet a écrit tout un livre sur l'hésitation vaccinale des parents par rapport à leurs enfants, qui est paru en pleine COVID, mais qui a été écrite 2 ans auparavant. Et nous voilà donc. Alors, je me sentais à la fois interpellé à essayer de montrer à quel point ou de quelle manière les recherches que j'avais faites au préalable pouvaient parler à la situation dans laquelle on se trouvait, mais également d'aborder des nouvelles questions et des nouvelles méthodologies et des nouveaux partenariats, simplement pour mettre les ressources dont je dispose là, au service de trouver des solutions aux multiples problèmes posés par la COVID. Et donc, l'invitation à réfléchir un peu à ce qui nous est arrivé là, depuis 2 ans, à essayer maintenant que la poussière est en train de, je ne dirais pas de retomber, mais peut-être un peu, là, on est un peu dans le post plutôt que en plein dans la partie intense de la pandémie. De faire un peu le bilan de tout ça me semble être une très bonne idée. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé.
Pas de problème, on est là pour ça. Est-ce que Doriane ou Marine, vous avez envie de partager un petit peu? Du coup, je me lance si ça te va. Oui. Moi, ce sujet m'a interpellée parce que ça a été une grande révolution. Je commençais à peine en 2020 mon doctorat et du coup, quel était finalement la Covid m'a amené à me poser la question quel était mon positionnement en tant que future chercheuse, en tant qu'étudiante. Mon projet de recherche de base a été complètement changé. Je me rappelle que ma directrice de thèse est arrivée au début de la pandémie en nous disant hey, on peut faire ce projet sur la distanciation sociale, est-ce que ça t'intéresse? Et de là, on a eu des financements qui ont conduit à totalement revoir mon projet de recherche initial. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de parler du positionnement de l'étudiant, puisque moi, on peut dire que je fais mon doctorat à distance. Donc j'ai dû revoir toutes les méthodologies, toute la manière de faire. Donc c'est un peu pour ça que j'ai accepté d'être là aujourd'hui. Super intéressant aussi. Est-ce que... Moi, du coup, ce serait un peu la vision de l'étudiant, mais de l'autre côté, parce que je fais un doctorat en médecine moléculaire qui est plutôt en laboratoire. Du coup, il n'y a pas trop d'options de distance. Donc, on va dire que c'est un impact différent sur mon travail de doctorat. Beaucoup de retard, beaucoup de prolongement de délai, ce genre de choses. Et aussi un sujet qui n'a pas du tout changé à cause de la Covid, donc qui est plutôt dans les recherches qui ont été mises un peu de côté dans les financements, ou alors on a eu beaucoup avec mon professeur des subventions qui ont sauté l'année dernière, par exemple, ou même encore cette année et tout ça. Donc, plutôt une autre vision de la Covid, et je voulais voir un peu la réflexion générale qu'il y avait d'un autre point de vue, par exemple, de la science humaine ou autre, et voir ce qu'on pouvait en tirer pour les futures recherches. Donc, j'ai envie de dire qu'on a on partage pas mal tous l'envie de faire le bilan. C'est un point commun, hein, je crois. Oui, vas-y. Je peux ajouter deux petits trucs. Bien ça sûr. m'a fait payer. J'ai déjà partagé, je suis sûre, mon grand enthousiasme pour l'événement quand je l'ai introduit plus tôt, mais en écoutant Doriane parler aussi, ça m'a rappelé que moi, en fait, quand j'ai commencé mon bac, c'était en 2001. Et puis, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que c'était de voir justement avec le 11 septembre comment ça avait affecté beaucoup les étudiants, en fait, sur leur thématique. Puis bon, je suis sûre que, tu sais, il y a eu quand même des choses similaires qui se sont vues justement dans la réorientation des thématiques de recherche. Puis en fait, une des choses qu'on a vues beaucoup, puis il y a vraiment toute une cohorte dont on peut parler d'étudiants de sciences politiques qui s'en allaient dans d'autres disciplines complètement, en sociaux ou en histoire, par exemple, surtout beaucoup en histoire, en fait, qui ont vraiment choisi de s'en aller en sciences politiques avec le 11 septembre. Donc, vraiment, en tout cas, dans ma généalogie, là, quand je regarde les étudiants, là, cette espèce ces étudiants du 11 septembre, là, dans le fond. Et puis, l'autre chose que je voulais dire aussi sur cette covidisation-là qu'on a vue de notre recherche, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis je pense l'utilité du bilan aussi, c'est que, d'une part, au début de la COVID, il y avait comme une espèce d'effet vraiment asphyxiant, là, je dirais, de vraiment sentir que le monde est médiatisé pour nous. Hein, parce que, tu sais, c'est comme si on s'en rendait moins compte que ce l'est toujours, là, dans le fond. Mais là, soudainement, tu sais, tout nous était accessible à travers de notre écran, l'Internet, si on l'avait. Tu sais, de prendre conscience qu'on ne connaît pas ça, tu sais, que le commun des mortels ne connaît pas vraiment ça, comment ça fonctionne, comment l'information nous arrive. Tu sais, moi qui ai un intérêt justement beaucoup sur le numérique, tu sais, les algorithmes, comment ça fonctionne. Tu sais, fait, comment je pouvais savoir que c'était une représentation représentative de la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Tu sais, on me parle à 200% de la COVID, mais le monde n'a pas cessé de tourner. Là, tu sais, comme, fait que, on dirait qu'il y avait vraiment cette angoisse-là au début de la pandémie. Beaucoup de ces considérations-là, justement, voyons, tu sais, ma recherche devient vraiment covidisée.
Puis là, c'est de prendre ce bilan-là puis de dire hey, comment on a été transformé dans le fond. Puis notre rapport au temps aussi qui était vraiment différent au début de la COVID. Puis là, on se dit oh my God, je vais comme pendant 6 semaines, je vais rester chez moi enfermée. Puis finalement, ça fait 2 ans. Puis c'est comme on s'est vraiment habitué à ça. Là, puis, et puis l'autre chose que je voulais dire, je ne veux pas que ça m'échappe, mais ça m'échappe. Ah oui, moi, une des choses qui m'a vraiment frappée aussi, c'était, puis ça, je pense que c'est une belle leçon, c'est comment, dans certains cercles de recherche où j'étais, les gens ne le voyaient vraiment pas venir. Puis peut-être que j'ai une déformation aussi au sens où, tu sais, mon père est épidémiologiste, travaillait là-dessus. Donc, même en janvier, tu sais, on parlait déjà, j'étais comme, bon, tu sais, t'observes ça. Tu sais, puis, tu sais, comme en 2004, moi, j'avais travaillé à l'INSPQ sur la rédaction du plan de pandémie. Fait que on dirait que j'avais, tu sais, cette pensée en termes de santé globale, ça avait toujours été présent dans ma tête. Mais 2 jours avant qu'on déclare la pandémie, dans les cercles de recherche dans lesquels j'étais, j'essaie de dire aux gens, je pense qu'il faudrait qu'on n'ait pas d'événements en personne. Je pense qu'on devrait vraiment limiter ça. Il y avait même une personne qui était revenue d'une croisière, puis les gens, là, ne voyaient pas du tout de quoi je parlais. Puis je me disais, wow, je suis vraiment, je suis entourée de gens qui sont tellement surchargés par leur travail, tellement pris dans leur recherche qu'ils ne voient pas, là, comme... Puis ça m'a quand même un peu effrayée de me dire, mais c'est quoi les conditions de réflexion, de pensée qu'on se donne, dans le fond, qui font qu'on en a tellement à faire que je ne peux pas regarder qu'est-ce qui se passe là. Puis pour moi, ça, c'est quand même une leçon de dire, puis comme on le fait en ce moment, justement, de toujours se créer ces instances-là de suspension. On fait comme, on s'arrête, là, puis on se dit, est-ce que je réfléchis bien? Est-ce que je prends, je me donne les possibilités d'une pensée là, qui est ouverte. Là. Et voilà. Parfait. Donc, je trouve que le dernier point, je ne sais pas si on rebondit les uns sur les autres, là, ou si on laisse les autres questions, mais je trouve que le dernier point apporté par Émilie, moi, c'est une des choses dont je voudrais parler, c'est l'idée qu'on travaillait dans une temporalité différente. Bon, moi, je suis un prof, là, avant tout, et un chercheur qui publie dans des revues où si entre le moment où on conçoit un argument et le moment où il est publié, il se passe 1 an et demi, on considère que c'est pas pire, là, que le délai de publication était correct. Il m'est déjà arrivé, je pense qu'on a probablement tous des histoires comme ça, toutes et tous des histoires comme ça, où un article a pris 3 ans à être publié parce que révision, parce que tout simplement, là, les gens, l'expertise par les pairs, ce n'est pas toujours une activité qui se fait en sprint. C'est plutôt de l'ordre du marathon. Et là, tout d'un coup, on était dans une situation où publier des articles qui allaient paraître 2 ans plus tard, là, ça n'avait comme aucune utilité. Tu sais, écrire un article sur la COVID et les passeports vaccinaux, là, 2 ans après, c'est comme autant écrire, autant ne pas le faire. Et donc, il a fallu à la fois que nous, en tant que chercheurs, mais également que les outils dont nous disposons pour diffuser notre recherche s'adaptent afin que notre recherche puisse, nos réflexions puissent atteindre leur lectorat dans un temps plus utile. Et là, parmi les questions que je me pose, là, c'est est-ce qu'il y a tout simplement une partie de la réflexion, bon, dans mon cas, c'est la réflexion un peu philosophique, la éthique, est-ce qu'il y a une partie de la recherche qui ne peut pas ne pas prendre du temps? Hein? Est-ce que parfois, on y a été un peu vite? Je relis des choses que j'ai écrites au tout début, là, et je me dis, oh my God, j'aurais pas écrit ça si j'avais pas été un peu dans l'urgence de... Donner un exemple, là, il y a un livre, je l'ai sûrement apporté, là, qui a été publié au mois de mai. Non, on a été invité, c'est des gens de l'Université d'Ottawa qui ont publié un livre qui fait à peu près 600 pages, qui s'appelle Vulnerable, où il y a des articles de philosophes, de juristes, d'épidémiologistes, etc., sur toutes les dimensions de la COVID. Ça a été un effort absolument herculéen, miraculeux. On a reçu des invitations au mois de mai pour écrire des articles et le livre est paru en août. Ceux qui connaissent la publication savante se rendent compte que c'est de la folie furieuse. Là. Oui. On a écrit les articles en 2-3 semaines. La révision s'est faite en 2-3 semaines.
Et encore une fois, leur idée, c'était que sortir ce livre-là 1 an plus tard, ça n'aurait aucun sens. Mais quand je relis mon article, je me dis, oh my God, j'aurais bien voulu avoir quelques jours de plus pour le peaufiner, celui-là. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est de la préciosité que de vouloir toujours là, que tous nos arguments soient ficelés parfaitement, même si ça prend des mois et des mois pour le faire? C'est une grosse question, là, la question de la temporalité de la recherche dans une situation de crise, d'urgence. Je vais reprendre la parole pour 2 choses. 1, rebondir. Et 2, après, donner la parole à Mme Gentelet avant qu'elle nous quitte. On va faire un petit saut dans l'horaire pour un peu avoir vos impressions, puisque je pense que vous quittez déjà dans 15 minutes. Je me trompe? Mais c'est ça. Monsieur Weinstock, moi, ce que ça me dit, ce que vous venez de dire, on peut dire Daniel. Daniel. Alors, Daniel, c'est Catherine... Déjà, j'avais peur de m'enfermer sur comment le dire. Bon, alors, je suis bien contente de pouvoir vous dire Daniel. Moi, mon impression, c'est que j'ai l'impression que les chercheurs, puisque je me mets à l'extérieur, ont oublié qu'ils cherchaient. Et la COVID, donc, ils n'avaient pas la réponse. Et vous venez de le nommer. Vous vous en voulez d'avoir écrit quelque chose sur des choses on n'avait aucune réponse, qu'on apprend au fur et à mesure. Moi, ma vision, puis c'est ma vision, hein, je vous la lance, c'est que les chercheurs ont fait de la recherche en mode en live, devant tout le monde. Et que c'est un peu ça, moi, je trouve, qui est arrivé dans la covidisation, dans ma réflexion. Moi aussi, j'y ai pensé. Puis là, moi, en transfert de connaissances, j'aime bien m'appuyer sur l'accumulation des preuves. Et les gens me disaient, mais tu t'en fais pas de transfert sur la COVID? Puis j'étais comme, je veux bien, mais j'ai toujours un frein. J'arrive pas à me lancer parce que je me sens pas à l'aise sur l'accumulation de la preuve. Mais les chercheurs, vous cherchiez et vous aviez totalement le droit de chercher avec tout le monde. Et voilà. Il ne faut pas s'en vouloir, moi, je pense. Et vous avez totalement le droit de revenir sur vos propos puisque vous cherchez. C'est ma vision. Voilà, c'est tout. Donc, Madame Gentelet, j'ai envie de vous dire, puisque c'était important de vous avoir ici aujourd'hui, j'ai envie de vous donner la parole puis de nous dire en vrac là, comment ça vous vient, les impacts positifs, négatifs de la COVID sur votre vie professionnelle, sur votre vie, qui comprend tout ça, et puis nous amener dans ce que ça vous inspire, la covidisation de la recherche, en fait. Merci beaucoup. Je suis désolée, hein, mais j'organise une conférence qui doit commencer donc c'est 11h30 pour vous. Là, je suis actuellement en France. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, désolée si je dois partir plus tôt. Mais en fait, je vais faire un lien avec ce que Daniel disait et puis sur la temporalité et sur le fait que, puis ce que vous disiez aussi, mais c'est vrai qu'on a le droit de chercher, mais ce que j'ai trouvé très particulier dans cet épisode qu'on a vécu en recherche, c'est qu'à la fois, il fallait chercher, mais il fallait avoir des réponses aussi. Et il y avait une grande insécurité de la part des gens qui, justement, se tournaient vers les chercheurs pour avoir des réponses. Et donc, il fallait produire des réponses, il fallait les produire tout d'un coup en travaillant très vite. Et pour faire un lien avec qu'est-ce que ça a eu comme impact négatif et positif, c'est comme en l'espace, je pense, de 3 jours, tout mon emploi du temps des 6 mois qui allaient venir s'est écroulé. Je me rappelle, c'était la semaine de relâche, tout s'est écroulé, donc je n'avais plus rien. Et tout d'un coup, ça a été à une vitesse folle pendant 18 mois. Mais vraiment à une vitesse folle parce qu'il fallait publier. On a eu à l'Obvia un comité Covid où... j'étais contente de mettre là-dedans parce que j'ai trouvé ça très violent, pas tant de tout perdre, mais je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui parle beaucoup et avec tout le monde, et d'être chez moi enfermée, j'ai trouvé ça symboliquement très violent, même si je comprenais la chose, et il fallait que je donne un sens à ça. Puis je voyais un tas d'inégalités qui se passaient. Enfin, on parlait beaucoup les médias étaient très présents sur les impacts, tout ça. Donc, je me suis dit, OK, fais quelque chose de ta vie, là. Et donc, j'ai fait cette recherche-là, mais ça a été à une vitesse folle. Et je vous avoue que pour moi, certes, ma recherche s'est covidisée pour les besoins de la chose, mais c'est comme maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Et j'entendais Daniel qui parlait sur les hésitances vaccinales. Et
après la recherche que j'ai faite, notamment sur l'impact des outils numériques sur les groupes marginalisés, les personnes marginalisées, j'ai eu... ça a transformé ma façon de voir les choses sur l'échelle de rapidité, etc. Puis en plus, moi, je travaille avec des communautés autochtones qui ont été fermées. Donc, il y a tout un pan de ma recherche qui est tombé. On a trouvé d'autres manières de faire. Mais si vous voulez, maintenant, je sens qu'il faut que je passe à d'autres choses et je n'ai plus cette distance-là de chercheur que j'avais par rapport au début de la COVID où je sentais que j'étais capable d'apporter un point de vue. Et surtout ce qui est le passeport numérique, etc., à un moment donné, j'ai arrêté parce que comme les gens attendaient des questions très précises, des réponses très précises surtout, j'ai trouvé ça très dur et limite, peut-être pas agressif, mais c'était très confrontant en tant que chercheur. Et donc, c'est ça, j'ai arrêté. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je pense que c'est un effet sociétal aussi, mais il n'y avait pas d'espace de réflexion, il n'y avait pas d'espace, l'espace de réflexion critique n'était pas tout à fait là, fallait produire, et donc j'ai pas continué sur le passeport vaccinal numérique particulièrement, aussi parce que c'était un rythme effréné. Et vous voyez, maintenant, j'ai réussi à me déplacer. Je suis actuellement à l'École normale supérieure à Paris pour un séjour de recherche et je suis contente d'être passée à autre chose, honnêtement. Et sur l'impact que ça a eu sur ma recherche, vous voyez, et ce qui m'inquiète peut-être, et ça amène à votre dernière question, mais c'est qu'il y a eu quand même un alourdissement des procédures pour faire de la recherche. J'espère que ça va revenir à la normale, mais par exemple, pour être autorisé à se déplacer dans des milieux où on a quand même, c'est un niveau de sécurité relativement élevé, ça prend des procédures et des autorisations de la part de l'université qui sont vraiment très intenses, je trouve, et qui enlèvent un petit peu en termes de spontanéité. Donc l'impact sur la carrière, je pense qu'il va y en avoir un. L'impact sur la carrière aussi des femmes qui ont eu à jongler, puis ça on n'en parle pas encore, puis je pense que nos collègues chercheurs féminines, enfin chercheurs eux, on a beaucoup à gérer les enfants, l'école à la maison, etc. C'était vraiment quelque chose qui était dur. Et donc, ça aura certainement des impacts à long terme sur la carrière de ces chercheurs-là, sur la façon dont elles voient la recherche et sur les choix finalement qu'on fait parce que au bout d'un moment, honnêtement, je suis fatiguée. Puis je pense que c'est correct. J'ai travaillé, mais comme un forçat, une forçat pendant 18 mois et en gérant maison, enfants, etc. Et je pense que maintenant, je veux juste ralentir un peu. J'espère qu'on pourra le faire et qu'on va nous faciliter la tâche au niveau des universités. Le message est Voilà. lancé. Oui, s'il y en a qui nous écoutent, s'il vous plaît. Donc voilà, en gros, c'était les éléments que j'avais préparés. Et sur la covidisation de la recherche, je pense que ça va être important de faire un postpartum de ça, particulièrement comment est-ce que les chercheurs ont vécu ça, analyse de la Covid aussi et de l'impact de la Covid sur la société, parce que je pense que ça va être très profond, cette crise qu'on a vécue, mais qu'il y ait aussi de la place pour d'autres types de recherche en termes de financement et qu'on laisse la possibilité aux chercheurs de travailler sur d'autres choses. Je pense que ça va être important aussi pour repartir la machine. Voilà, en gros. Merci. Si je vous entends, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de points. Là, je ne prendrai pas le risque de vouloir vous résumer, mais j'entends beaucoup plus de points négatifs pour vous de cette covidisation. Non, pas forcément, pas forcément. Puis peut-être que mes collègues diraient non, parce que ça a été extrêmement révélateur. Par exemple, dans la recherche qu'on a menée avec l'étudiante avec qui j'ai travaillé, Alexandra Baharidion, justement de voir la covidisation justement a amené premièrement la dématérialisation, on a accéléré tout ce qui est la numérisation et on a été capable de voir des choses qu'on aurait peut-être pris plus de temps à voir. Il y a un certain nombre de phénomènes qui ont émergé et qui ont permis de prendre des choses en compte. Donc, je parlais plus au niveau personnel, mais au niveau scientifique, je pense que ça a amené d'énormes avancées et ça a mis en lumière des problèmes qui vont définitivement être étudiés. Et par exemple, la recherche que mène Marie-Pierre actuellement est un des éléments sur lesquels si la Covid n'avait pas impacté nos vies comme ça, certainement que cette recherche-là ne serait pas apparue. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif, je pense. C'est l'humain qui peine dans les changements radicaux de paradigme, peut-être.
Je vous ai mis un petit lien à tous. C'est un article qui a été partagé par 4Waves là, qui supporte cette conférence. Donc, c'est là que je l'ai trouvé. C'est pour éviter de la fatigue de Zoom et autres plateformes, puisque pour moi, la covidisation, ça a été un envahissement total de mon écran. Et je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Là, j'avoue, je n'ai pas fermé ma caméra personnelle et je me regarde dans les yeux pendant que je vous parle et c'est une des choses à ne pas faire. Donc, d'être en selfie perpétuel, la recherche le démontre maintenant, c'est extrêmement lassant. Voilà. Donc, si jamais... donc, c'est ça, il y a eu des impacts dans nos vies personnelles. Voilà, c'est bien d'appliquer la science. Et donc, voilà, c'était un petit partage comme ça là, par ce que vous avez partagé, Mme Jeantet. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à m'envoyer votre réponse à la question 4, si jamais. Je la partagerai quand on sera rendu là. Puis là, j'ai vraiment envie d'ouvrir. Je pense que tout le monde brûle de parler un petit peu des choses, comment tout ça, ça les a affectés, mais j'ai envie de nous retourner vers notre auditoire. Peut-être que Mme Guichard aurait quelque chose à partager avec nous sans vouloir la nommer. Et autres personnes qui sont avec nous de l'audience, si vous avez envie de lever la main et de vous exprimer sur pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ou même les impacts, puisqu'on est rendu dans nos impacts positifs et négatifs de cette covidisation de la recherche. Comme je me suis sentie interpellée, je peux peut-être partager quelques réflexions. Donc, je me présente rapidement. Anne Guichard, je suis professeure en santé publique à la faculté des sciences infirmières à l'Université Laval. Co-responsable aussi de l'axe inégalité sociale de santé du réseau. Et donc, ces sujets-là, on les partage avec vous tous, vous tous qui avez organisé ce bel événement. Merci. Et bon, moi, de tout ce que j'ai pu déjà entendre depuis ce matin, bon, je pense que je partage à titre personnel voilà, le vécu de ces 18 derniers mois, les questions, les inquiétudes. Moi, peut-être ce que je peux... Bon, je travaille beaucoup sur les inégalités sociales de santé, puis moi, dans l'accélération aussi, ce qui m'a beaucoup préoccupée, c'est qu'effectivement, à partir du mois de mars, avril, mai, on a vu, alors que bon, pour certains d'entre nous, on était complètement sous le choc et pas à même de faire des demandes de subventions, ou en tout cas, on n'avait pas le recul, pas l'espace de réflexion, sont tombés une multitude, voilà, les dollars pleuvaient à flot. Pleuvait à flot, c'était un appel à projet qui suivait l'autre, on avait tous envie d'y répondre, on avait 3 semaines pour y répondre, et encore je suis gentille, et puis en plus les délais qui nous étaient proposés, parfois c'était des revues en moins de 6 mois, enfin bon, mais des trucs complètement délirants. Et ensuite, c'était que le meilleur gagne. Enfin, en tout cas, c'était ceux qui avaient du temps pour aller là-dedans. Il fallait y aller. Puis les appels à projets étaient quand même extrêmement ciblés. Covid, des approches très comportementales, comment respecter la distance sociale. Enfin bon, on était beaucoup aussi sur des choses autour de la communication à la population. Enfin, c'était vraiment extrêmement ciblé, au point même que parfois les approches même des appels à projets, enfin moi je ne me sentais pas concernée, en tout cas je n'aurais jamais pris le problème comme ça, même si je m'intéressais à la situation. Donc il y avait déjà en plus une perspective épistémologique derrière la façon dont les appels à projets étaient lancés, qui pouvait questionner d'une certaine manière, surtout si on y reste et si ça se prolonge. Donc effectivement, je pense que ce centrage Covid a eu un impact. Bon, certains, voilà, et surtout les jeunes chercheurs, je pense, se sont un petit peu recyclés rapidement en se disant, là, c'est mon avenue. Et donc, tout le monde s'est improvisé spécialiste des maladies infectieuses et du comportement, voilà, avec... mais ça fonctionnait, l'argent rentrait dans les caisses des chercheurs. Puis après, sur la qualité des projets, ça, je ne saurais pas m'avancer. Mais moi, ce qui me fait, je pense, un petit peu peur, c'est l'avenir un petit peu de la santé des populations.
à travers ça. On est quand même dans un champ voilà, où extrêmement large, avec des domaines de promotion de la santé, de prévention élargis. Puis là, on a tout d'un coup l'impression qu'on va vers un resserrement des fonctions de la santé publique autour des maladies infectieuses, autour des comportements, autour voilà, surveillance, comportement, maladies infectieuses. Et moi, ça me fait un petit peu peur. Je me dis, mais est-ce qu'on va revenir 50 ou 100 ans en arrière en oubliant tous les acquis qu'on a pu avoir, notamment autour des inégalités sociales de santé? Et pour en dire deux mots, donc on voit bien que la réflexion, même les décisions politiques et même au niveau de la recherche, n'ont pas toujours intégré voilà, l'ensemble des expertises qui auraient pu permettre de mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé dans la gestion de cette pandémie. On en a beaucoup parlé, mais c'est un peu comme toujours, les inégalités sociales de santé, c'est comme une déclaration d'intention. Il n'y a qu'à, soyons vigilants à, on en parle en introduction, on en parle en conclusion, puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. On en a beaucoup parlé dans les médias, mais en termes de recherche, je ne suis pas sûre que cette préoccupation a bien été explorée. Donc, c'est un petit peu ça. La deuxième chose, je me dis, autour des inégalités sociales de santé, une réflexion que j'ai, je me dis, mais on ne devrait plus avoir à en parler des inégalités sociales de santé. À partir du moment où, scientifiquement, voilà, on a fait le constat d'un gradient social de santé, quelles que soient les thématiques de santé, les indicateurs utilisés, dès lors qu'on parle de santé publique ou des populations, voilà, on devrait, par défaut, prendre en compte ces inégalités. Mais on est toujours obligé de les ajouter comme quelque chose qu'on devrait faire presque en surplus, en option, si on a le temps. Et là, avec la covidisation de la recherche, en tout cas, actuellement, moi, je pense qu'une réflexion qu'on devrait aussi avoir en recherche, c'est est-ce qu'on devrait parler, ou est-ce qu'on ne se fait pas du tort à parler de post-pandémie? Si on s'entend pour dire voilà, qu'on s'est transporté dans une nouvelle réalité qui est devenue la nouvelle réalité de nos sociétés et de la recherche, tout à chacun, finalement, notre recherche va devoir prendre en compte ces transformations, tout azimut, dans ces recherches, mais on devrait enlever ce terme Covid. Je ne sais pas si je suis très claire, et peut-être que ça nous aiderait justement, si nous, on fait cet effort de réflexion de se dire, mais finalement, est-ce que l'ajout systématique de ce terme ne nous fait pas du tort finalement, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt renclencher nos travaux avec toute l'évolution, les mutations, les transformations auxquelles ces derniers mois ont donné lieu, voilà, pour embrasser cette nouvelle réalité de la santé des populations, dégagée de ce terme qui enferme, là, Covid, pour nous redonner un petit peu d'espace. Bon, bref, en tout cas, je me tais, j'en ai beaucoup dit, mais voilà, ça c'est un sujet, oui, qui m'interpelle à plein de niveaux. J'ai l'impression que la science on est à une nouvelle révolution, en fait. On est peut-être rendu à un moment d'une révolution scientifique dont on n'a pas forcément conscience, mais ou pleinement conscience, où voilà, il n'y a pas d'espace de réflexion, très peu d'espace de réflexion sur ces transformations-là. Puis peut-être que, voilà, en tant que chercheur, en tant que réseau, en tant que... il y a peut-être voilà, quelque chose, un leadership qu'il faudrait prendre pour mener cette réflexion. Voilà, message est lancé. Ça aussi, c'est bien. COVID, ce terme qui enferme, moi, ça résonne à fond sur toutes sortes de sphères. Ça fait réfléchir ce que vous dites. Merci d'avoir joué le jeu, Madame Guichard. Merci. Donc, bon, Madame Gentil est partie. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Merci d'être venue. Voulez-vous continuer un peu sur les impacts? Est-ce que vous voulez rebondir? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent rebondir sur les impacts positifs et négatifs?
Est-ce que vous avez d'autres anecdotes? Ma question numéro 3, c'était des anecdotes COVID. J'ai envie juste, pour faire le pont avec ce que tu as dit, Émilie, puisque Mme Guichard a dit, c'est on est encore en train de faire des réflexions sur le 11 septembre. Je pense que ça va prendre probablement 20 ans à ce qu'on réalise qu'est-ce qui nous arrive. J'espère qu'on sera peut-être plus rapide. Peut-être que justement, on aura appris tout ça puis qu'on se donnera des espaces de réflexion qui fera que on n'aura pas besoin de tout ce temps pour absorber ce qui nous est arrivé. Je nous le souhaite en tant que société, en tant que population. Vas-y, Oui, merci. Moi, je brûle vraiment de dire plein de choses. Mais d'une part, bon, je vais nommer plusieurs choses. D'une part, je crois qu'on a vraiment créé beaucoup d'espace de pensée. Tu sais, comme quand, puis c'est comme à la fois quand on dit on n'a pas les espaces de pensée puis on ne se donne pas les espaces de pensée, en fait, on est en train de le faire. Alors que, tu sais, moi, ma réflexion, c'était quand la pandémie est arrivée, dans le fond, il y avait comme un moment où les gens ne se rendaient même pas compte qu'ils voulaient penser. C'est ça que je veux dire. Fait que déjà, puis là, je fais appel à Foucault, mais déjà, je trouve que quand on nomme on n'a pas les espaces de pensée, en fait, c'est ça. On est déjà en train de le faire. La deuxième chose, c'est concernant qu'est-ce que Daniel disait concernant la temporalité, cette accélération-là, le live aussi, Catherine, que tu disais, puis que les chercheurs avaient oublié de faire de la recherche. Bon, je vais remettre mon chapeau de personne en sciences politiques ici aussi, parce que tu as bien raison, Catherine, que les chercheurs, c'est des chercheurs, les penseurs, c'est des penseurs, puis il faut penser, puis on écrit en pensant, puis on réfléchit ensemble et tout ça, mais il n'y a pas comme la recherche puis le monde. Hein? Puis là, je fais appel à les Bruno Latour de ce monde-là, mais tu sais, on est toujours dans ce truc, il n'y a pas de laboratoire, là, on est toujours dedans, puis les chercheurs aussi en font partie, les catégories de pensée, la manière de faire de la recherche, elle engage toujours des actions, des comportements, une transformation du réel. Et donc, la manière dont on cherche, elle est toujours déjà en train de créer les possibilités de faire de la recherche aussi. C'est pour ça que, tu sais, comme cette temporalité-là, elle est importante parce que même si, tu sais, c'est important que les chercheurs ne se disent pas « il faut tout que j'aille figurer mes affaires déjà d'avance avant de dire des choses », d'un autre côté, effectivement, c'est pas comme si on peut juste retourner en arrière et dire « j'ai dit des bêtises, effacer ça ». Il n'y a jamais d'erasure, là, dans le fond. Puis on est toujours en train de partir de ce qu'on a dit. Donc, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Catherine, de dire qu'on est des chercheurs, puis c'est normal qu'on a dit des choses, mais en même temps, est-ce que dans quelle mesure on est capable de reprendre les rênes puis de dire, sauf que là, il faut essayer justement de pas embarquer dans l'engouement tu sais, comme dans une piscine, là, une piscine hors terre, là, où on a créé une vague, puis là, ça tourne vraiment vite, puis on fait juste se rattraper avec ça, tu sais, qu'il faut comme essayer là, de ramener un peu le courant. Fait que cette question-là de la temporalité, puis je pense que Marie-Pierre, je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais je pense que tu vas avoir des choses aussi merveilleuses à nous dire là-dessus, là, un peu les conséquences de cette temporalité-là. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est en lien avec la temporalité, c'est toute cette idée-là de la contingence. Là. Puis là encore, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait beaucoup de philo politique, mais moi, là, ça me fait penser aussi en France, là, avec des penseurs politiques, philosophes comme Merleau-Ponty, par exemple, ou Sartre, qui étaient vraiment impliqués là, au niveau politique aussi, puis en même temps faisaient de la philo, puis ont écrit des choses aussi que, quand on y retourne, on se dit, ouais, OK, il était vraiment dans le feu de l'action, puis il ne voyait pas nécessairement ce que 20 ans plus tard, on voyait. Et puis, tu sais, c'est ça. Puis la dernière chose que je dirais, c'est que, tu sais, COVID-19, le 11 septembre, c'est lié à plusieurs niveaux. Puis, tu sais, moi, je pense que la réflexion aussi qu'Anne elle amène concernant, tu sais, la santé des populations,
ce resserrement de la santé publique. Effectivement, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vient s'être réalisé puis qui était déjà en train de se réaliser, par exemple, avec le 11 septembre. En tout cas, on en a aussi beaucoup parlé. Puis là, je ne veux pas m'attarder avec le 11 septembre, j'arrête pas de parler de ça, mais il y a quand même un moment, ça fait 20 ans cette année. Mais il y a quand même quelque chose aussi qu'on a l'impression qu'il est en train de se réaliser. Mais bon, je me tais, là, j'en dis toujours beaucoup trop, mais bon, Marie-Pierre, encore une fois, je ne vais pas te me remettre sur la sellette, mais je pense que c'est ça, tu as beaucoup de choses à dire sur cette temporalité-là là aussi. Ben, j'ai pas plus de choses à dire que tout vous parce que ce qui s'est discuté jusqu'à maintenant, c'est je suis là puis je fais tic, 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 moi aussi. Je suis passée par là. Alors, juste quelques réflexions. La temporalité, oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment le constat d'avoir vu comment autant on peut réussir à étirer le temps, étirer ses heures de travail, booker des rencontres à toutes les heures qui existent, faire entrer ça. Donc, en même temps, ce côté très élastique et le côté où on se tourne de bord puis on voit pas les jours passés, les mois passés. Donc, c'est vraiment accélérer le rythme. Je pensais un peu aussi à regarder la qualité, ce que Daniel a mentionné au tout début. Autant on a été forcé à commander des repas, beaucoup de fast-food. Ben, je dis, on a fait aussi du fast-food un peu mental, d'aller très, très vite. Donc, c'est ça. Puis de perdre un peu le sens, là, tout le monde l'a mentionné, de considérer, de prendre le temps de faire un pas, de reculer et de regarder l'ensemble, tout ça dans son ensemble. Est-ce que ta réflexion aussi par rapport au 11 septembre, ça nous rappelle à ça, c'est de dire, ben on a le nez collé dedans, donc maintenant si on a pu apprendre quelque chose, c'est bien de regarder de façon plus globale ce problème-là. Et ça, je le sens. Je sens que il y a une tendance à rapprocher les disciplines que je n'ai jamais vues et c'est quelque chose, moi, qui a toujours été très, très cher à mon cœur de chercheuse, de faire des liens entre les disciplines, étant moi-même un peu, étant formée en sexologie, puis ayant baigné dans toutes sortes de mondes très, très interdisciplinaires. Donc, j'ai pu, Karine Gentelet me le mentionnait tout à l'heure, j'ai pu créer des liens avec des chercheurs de différentes disciplines qui n'auraient pas été possibles, je pense, à court terme. Donc, cette accélération-là, qui a du bon, mais aussi qui a des aspects un peu néfastes, là, cette capacité-là à réfléchir à la qualité de ce qu'on fait et pas avoir le nez collé dedans et de dire oui, on répond à des urgences, on répond à des urgences. La médiatisation aussi de la recherche des chercheurs, j'ai noté sur mon petit tableau blanc à moi, en fait, c'était le laboratoire vivant de la recherche en santé des populations qu'on a le premier vrai laboratoire vivant où la science se faisait en même temps qu'elle se produisait. Donc, pour des expertes en transfert de connaissances comme Catherine, il y a des thèses et des thèses à faire sur le sujet. Donc, s'il y a des étudiants ici qui nous écoutent, là, vous en avez pour 20 ans encore à réfléchir. Puis sur la science, j'ai bien aimé ce qu'Anne a mentionné, une révolution scientifique. Hein? Quand on regarde les écrits de Kuhn puis d'autres, il y a toujours ces moments-là dans l'histoire, ces révolutions-là. Je ne veux pas prétendre qu'on est en train d'en vivre une, là, on le saura juste dans 20 ans ou plus, mais ça ressemble à ça un peu. Fait que beaucoup de pistes encore. Moi, je suis quand même optimiste par rapport à notre capacité à réfléchir de ce qu'on a pu apprendre et de justement les effets néfastes qu'on nomme. Il faut les nommer parce que si on ne les nomme pas, ils n'existeront pas, mais notre impact sur la vie personnelle aussi, là, on doit prendre soin de nous-mêmes, de nos chercheurs en santé qui sont fatigués, je pense. Donc, soignons-nous un petit peu aussi. Merci. J'ai envie de rebondir quand tu dis il y a il y a des moments. Moi, un de mes points forts là, de tout ça, c'est qu'enfin, on parle de santé mentale. Et tout le monde en parle. Moi, j'en parle comme de mon de mon souper. C'est quelque chose qui n'est pas tabou pour moi. C'est pas plus que de parler que j'ai la COVID ou que j'ai un rhume. C'est comme ça. Notre cerveau est fait comme ça. Et puis, les chercheurs
trouve que c'est bien aussi de pouvoir en parler puis de pouvoir dire, il y a des limites. Et dans cette vie de COVID qui est numérique, on avait fait, Marie-Pierre et Émilie, au début de la pandémie, une série de webinaires sur justement COVID-19 et on avait fait télétravail, on avait fait télémédecine et de la littératie scientifique avec la plateforme Comprendre la recherche. C'est drôle de repenser à ça parce qu'on pourrait les faire rejouer puis ça serait tout autant d'actualité parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en pratique, qu'on avait parlé, comme le thème de télétravail, c'était vraiment de respecter ses frontières. Et moi, j'avais mis au défi un peu les filles de nous expliquer c'était quoi ces frontières-là parce qu'elles étaient hyper floues pour moi. Je disais, mais de quoi elles parlent quand elles parlent de frontières? Tu sais, pour moi, il y a un drapeau dans ma tête, il y a quelque chose d'international. J'avais pas d'image. Puis là, quand on parle de frontières du télétravail, puis pourtant, moi, ça fait 20 ans que j'en fais du télétravail et 6 ans à temps plein. Tu sais, c'était pas une réalité qui était nouvelle. Mais dans un état d'urgence où tout le monde s'est retrouvé en télétravail, la notion de frontière, pour moi, est devenue quelque chose d'extrêmement concret cette année. Et ce ne l'était pas quand j'ai animé le webinaire sur le télétravail. Et donc, une frontière de vie personnelle, de conciliation famille-travail, une frontière de santé mentale, une frontière de lassitude de Zoom, une frontière, en tout cas, il y en a toutes sortes, une frontière d'inviter les gens dans nos environnements physiques. Voilà. Mais en même temps, comme tu disais, Marie-Pierre, ça a brisé toutes sortes de frontières aussi, où l'intersectorialité est enfin quelque chose qu'on a vécu, où on parle ouvertement, on parle de l'humain, la compétition est vécue autrement, je trouve, même si elle a été augmentée par une démultiplication des concours, là. Mais il y a, je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a une réalité humaine qui vient se mélanger à la science que je trouve passionnante. Passionnant. Et je ne disais pas que les chercheurs ont oublié de faire de la recherche, je disais juste que pour moi, la recherche, c'est stepping on giant shoulder. Puis vous avez le droit d'être vos giant shoulders d'il y a 6 mois. C'est pas d'effacer ce que vous avez dit. Non, mais je ne laissais pas dire ça non plus. Ah non, mais c'est ça, c'est juste de compléter la pensée, c'est de dire, moi, on est toujours en train d'apprendre, puis c'est important de s'exprimer, justement parce que ça va donner le building block. Voyons, j'ai plein de mots anglais aujourd'hui, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être mon retour à mon... ça donne les pièces du casse-tête, justement, pour construire cette pensée-là. Donc, il ne faut pas hésiter, je crois, à partager et ça fait partie de notre intelligence collective. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres anecdotes COVID? Moi, mon anecdote COVID, je suis partie sur la santé mentale, puis j'ai dérivé sur d'autres choses. Mais voilà. Ce qui illustre peut-être la rapidité de la recherche, moi, mon anecdote, c'était à quel semestre donc? Voilà, on est tout mêlés dans le temps. Oui, on est complètement. Oui. C'était le premier semestre vraiment COVID, le semestre d'automne 2020. Je donnais le cours, il se trouvait qu'on m'avait donné le cours droit et éthique de la santé à la faculté de droit. Ça avait été prévu depuis avant la pandémie que je donne ce cours-là. Et c'est un cours à contenu un peu mobile. Les profs qui le donnent vont choisir des thèmes différents d'une année à l'autre. Alors, je me suis dit, mon Dieu, on ne peut pas prétendre qu'on n'est pas en plein dedans. Là. Je veux donner un cours sur les tenants et aboutissants les questions éthiques et juridiques liées à la COVID, de limitation des droits, toute la gamme des questions. Et je me mets à la recherche de littérature. Évidemment, la littérature est naissante, mais il y a quand même une littérature préalable sur l'éthique des pandémies. Après tout, on a eu des espèces de répétition générale, le H1N1, le SRAS, dont on n'a pas appris grand-chose, mais qui ont généré une petite littérature. Sur le triage, par exemple, j'ai trouvé des documents qui ont été écrits, un très beau document, qu'on soit d'accord ou non, très étoffé pour l'État du New York, qui avait été écrit sur les principes éthiques dont il faut tenir compte si jamais on se retrouve dans une situation de triage, par exemple, d'appareils respiratoires.
Et là, je trouve un livre publié par une maison d'édition canadienne, quand même une bonne maison d'édition là, qui s'appelle Broadview. Et ça s'appelle Pandemic Ethics. Alors, je me dis, génial. C'est sûr que je vais commander ce livre-là. Là, je vais m'en servir. Comment est-ce qu'elle a fait pour monter le livre si rapidement? Puis là, je regarde la table des matières et je vois Daniel Weinstock. Donc, alors, il y a une contribution de moi. Il n'y a pas d'autre Daniel Weinstock dans l'environnement de la recherche canadien, à ma connaissance. Et donc, mon Dieu, je me dis, est-ce que j'ai à ce point perdu la mémoire que j'ai oublié un texte que j'avais... Et alors, je regarde un peu plus profondément, je vais sur le site de l'éditeur. Et en fait, ce que la directrice du numéro du volume avait fait, c'est qu'elle avait décidé d'inclure une contribution que j'avais faite à un blog. Donc, le blog de l'École de politique publique de McGill. Donc, quand même un truc, c'était pas un blog de mon... Tu sais, c'est quand même un blog académique, là, mais bon, c'est sûr que quand tu écris un truc sur un blog, c'est parce que, bon, c'est un peu des idées comme ça que tu lances dans la mare sans vouloir nécessairement... pour moi, publier quelque chose dans un livre, ça a quand même une finalité, là. Alors, je contacte un peu... Bon, je veux pas en faire un énorme truc, là. Je contacte la rédactrice, la directrice du livre et je lui dis, écoutez, je ne sais pas, là, à tout le moins, il aurait fallu que vous me demandiez la permission. Et elle me dit, ah oui, les demandes de permission vont sortir là, dans les jours qui viennent. Vous allez recevoir une demande de permission. Alors, moi, je lui dis, ben, écoutez, d'habitude, c'est dans l'autre, on fait ça dans l'autre, c'est pas le bon ordre, là. On demande la permission, puis ensuite, on inclut et puis, elle m'a dit, ben, écoutez, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? On était dans l'urgence et on voulait que ça paraisse. On pensait que ça allait rendre service. La fin justifie les moyens. Alors, finalement, j'ai accepté. J'ai accepté, je voulais pas en faire. J'ai accepté que mon truc paraisse dans sa forme, non modifiée, là. Mais pour moi, c'est un peu... je comprends la motivation de la jeune femme qui... c'était pas carriériste du tout, là. C'était... il y a plein de trucs qui circulent et j'ai trouvé que beaucoup des contributions dans le livre étaient de gens qui, comme moi, cherchaient des forums pour publier des choses rapidement, pour revenir au point de tout à l'heure, parce que envoyer un article dans une revue savante pour qu'il paraisse dans un an et demi, ça n'a comme pas d'allure. Quoique certaines revues savantes, j'ai publié dans 2 revues savantes qui ont fait des espèces de fast track. Je vais rejoindre Catherine pour utiliser des termes anglais, là, qui ont fait des espèces de fast track COVID. Les articles COVID étaient traités, là, on ne les envoyait pour se faire expertiser que par des gens qui promettaient de pouvoir les retourner dans 2 semaines, par exemple, plutôt que le 2 mois qui est d'habitude consenti. Donc, pour moi, c'est une anecdote parlante là, de faire de la recherche pour du matériel pour mon cours et de tomber sur un article de ma plume que je n'avais pas jusqu'à ce moment-là eu l'intention de publier. Je trouve que c'est un bon exemple aussi de qu'est-ce qu'on a fait avec nos chercheurs. On les a propulsés, voire forcés là, à l'extérieur, là, parler, dites-nous quelque chose, il faut des réponses, comme un peu Mme Gentelet disait aussi, là, il faut des réponses. J'ai bien aimé un thème, je pense que Catherine en a parlé tout à l'heure, là, de Standing on the Shoulders of Giants, là, et qu'on peut être nous-mêmes nos propres Giants. Et quelqu'un parlait tout à l'heure du fait qu'on était un peu devant la recherche qui se faisait en temps réel. Donc, des gens qui commençaient à apprendre les questions éthiques et juridiques à bras-le-corps et qui réfléchissaient sans avoir nécessairement des réponses arrêtées. Mais je trouve ça correct. Moi, j'ai toujours trouvé que, surtout dans mon domaine, là, en philo, c'est comme presque impossible de faire 30 ou, dans mon cas, 30 ans de carrière sans changer d'avis à un moment donné. C'est inconcevable, en fait, parce qu'on est constamment dans le débat, on met de l'avant des arguments, et puis l'idée que nos arguments, jamais il y a quelqu'un qui va nous amener à le reconsidérer, c'est comme penser ça, c'est de le faire dans un dogmatisme absolument impossible. Donc, moi, il m'est souvent arrivé de changer d'avis, sauf que c'est souvent invisible. C'est-à-dire qu'un article que j'ai publié en 2001
dans un article en 2014, je modère un peu les propos en citant les arguments qui ont été présentés. Donc, alors que là, moi, j'ai changé d'avis, par exemple, sur les passeports vaccinaux en temps réel, en 6 mois. Et donc, c'est comme... c'est beaucoup plus visible. Et donc, pour le commun des mortels, c'est bon... il flip-flop, il dit n'importe quoi, il pense une chose un jour et quelque chose d'autre le lendemain. Ben oui, jusqu'à un certain point, c'est vrai. Et c'est ça ce qui s'appelle réfléchir et de continuer à réfléchir. Sauf que là, le temps de notre réflexion est comme compacté de sorte que nos incertitudes, nos changements d'avis deviennent visibles au grand jour. Mais c'est très bien. Jusqu'à un certain point, on devrait plus être dans cette modalité-là. Les scientifiques, les gens qui sont en sciences, qui font des expériences de laboratoire, ils mettent de l'avant leur méthodologie pour le grand public et ils disent, écoutez, répliquez nos résultats, là, voici notre méthodologie, allez répliquer nos résultats, puis si vous n'arrivez pas à les répliquer, ben, c'est ça la science. Ça avance de cette manière-là par la tentative de répliquer, mais l'inverse de tentative de répliquer, c'est que des fois, on réfutera plutôt que de confirmer. Et en philo, je dirais, dans les sciences humaines, on a moins cette idée de l'expérimentation intellectuelle qui peut donner lieu à ce qu'on lance une idée un peu de manière expérimentale, puis que là, nos collègues nous tombent dessus et qu'on se dit, ouais, non, je pense que vous avez raison. Et que les gens voient ce processus plutôt que qu'il soit caché dans le jeu un peu intime là, de l'expertise par les pairs qui n'est jamais révélée au grand jour. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais l'idée que, par exemple, je me taire là-dessus, je suis en train de réfléchir à voix haute, justement, là, ce serait le fun de proposer, peut-être que je vais le proposer, plutôt que nos expertises par les pairs, là, des fois, on reçoit des choses qui sont bâclées, mais des fois, on reçoit des choses qui sont, my God, formidables. Là. Quelqu'un a passé 3 jours sur mon article et a écrit 5 pages de texte que je vais devoir prendre en compte pour la version finale de mon... Mais pourquoi ne pas publier ça, là? Pourquoi ne pas publier ce que ces gens-là ont fait et ma réponse pour montrer comment, à la fois, comme en philo, comme dans d'autres sciences, on avance par le choc des idées. Bon, je m'arrête là. Mais merci, Daniel. Excusez, moi, je jump in. Parce qu'en fait... Non, je te coupe. Juste une seconde, ma belle Émilie, il me reste 15 minutes. Je voudrais que tu décides sur... Tu veux jump in tout de suite? On donne la parole à... Parce qu'il y a une discussion d'en discuter qui est très intéressante aussi, qui rejoint. Et puis, on a notre dernière question. Je ne voudrais pas qu'on finisse tout croche. Donc, je te laisse la parole si tu veux. Mais garde ton chrono en tête, s'il te plaît. Oui, merci. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que c'était ça mon propos tout à l'heure avec Bruno Latour. Là, dans le fond, tu sais, Bruno Latour, c'est de ça qu'il parle, là, cette espèce de processus de purification de la science où, tu sais, on est, les scientifiques qui sont dans les laboratoires, c'est la même chose pour la pensée, la philosophie. Tu sais, on pense en écrivant, mais dans le fond, il y a toujours ce processus-là d'aller comme nettoyer après, puis de dire, ben, tu sais, c'est ça qu'on pensait faire tout le long, tu sais, puis cacher, dans le fond, ce processus très expérimental qui existe, là. Donc, en tout cas, je voulais simplement clarifier ça, parce qu'effectivement, on l'a mis sur la scène, mais en même temps, puis en tout cas, ça me fait penser que ma directrice de thèse, qui est Lauren Code, a publié un livre récemment, elle travaille beaucoup sur l'incertitude. Puis elle a publié un livre qui s'appelle Manufacturing Uncertainty, qui parle justement de l'enjeu pour les scientifiques. Aussi, c'est toujours cette idée-là, justement, qu'à partir du moment où on ne fait pas consensus, on le voit avec les changements climatiques, hein, c'est utilisé contre les idées qui sont avancées. Alors voilà, je mettais parce qu'effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dans le chat. Alors, je te laisse modérer ça. Désolée, c'est mon rôle ingrat de couper cette discussion qu'on pourrait avoir pendant 3 heures, je crois. Il y a tant de choses à dire. Donc, on a des commentaires dans le chat qui nous parlent justement des côtés positifs et négatifs là, de cette COVID, où évidemment, il y a eu l'adoption de termes scientifiques dans le langage commun qui est intéressant. Donc, une certaine démocratisation, peut-être, là, Émilie, tu me corrigeras, là, de la science qui est intéressante.
Donc, les gens se réapproprient ça pour le meilleur et pour le pire. Évidemment, de la désinformation et de la mésinformation ont lieu. Il y a des fake news aussi qui sont présentes. Il y a Marine qui nous dit entraîner l'émergence de beaucoup de fake news, mais en parallèle, la communication scientifique a aussi explosé. On peut débattre. Est-ce qu'elle a explosé? Est-ce qu'elle est juste plus visible? Est-ce qu'elle a plus d'intérêt? Est-ce que la science n'est plus finalement juste le geek de service qu'on ressort une fois de temps en temps? Puis finalement, on s'est rendu compte que ça faisait partie de notre vie. Puis moi, quand j'enseigne la méthodologie scientifique, je dis tout phénomène est objet d'étude, même ta pensée présente. Donc, peut-être plus visible. Donc, on verra. Les fake news sont donc un fléau de la diffusion d'informations scientifiques vérifiées. Et tout à fait. Donc, là, j'ai envie de me faire de l'autopromotion. Demain, on va en parler de communication scientifique et transfert de connaissances dans un atelier même heure, même poste, avec 2 étudiants justement qui se sont lancés dans la communication scientifique. Et moi, j'ai bien hâte de parler avec eux aussi parce qu'on a la génération des influenceurs qui arrivent en sciences. Et je me demande si ça n'a pas un effet sur la communication scientifique aussi. Et qu'il n'y aura pas des regards croisés, pandémie, influenceurs et tout ça. Donc, la génération médias sociaux qui vivent avec ça. Moi je suis la génération où l'Internet est arrivé dans ma vie. Donc, j'ai étudié où il n'y avait pas d'Internet. Hein? Le monde va vite. C'est pas depuis la pandémie que le monde va vite et qu'on est dans une temporalité folle au niveau des outils de communication. Donc, c'est intéressant tout ça. Ça remet toutes sortes de choses. J'aime bien ce recul que tu nous as forcé, Émilie, avec ton exemple du 11 septembre. Donc, 11h51, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer un petit peu? Je pense que Doriane a sa main levée depuis un petit bout. Oui, excuse-moi. Tu as tout à fait raison. Merci, Émilie. Non, du coup, moi, ce que je voulais partager avec tout le monde, c'est que moi, ce qui m'a un peu interpellée justement dans toutes vos conversations, c'est que finalement, les chercheurs deviennent quelque part des experts instantanés sur certains domaines. Et comme tu disais, Catherine, ce qui appelle à l'utilisation beaucoup des nouvelles technologies ou même de la vulgarisation rapide des choses, de la recherche. Donc finalement, est-ce qu'on va pas vers une sorte de positionnement de chercheur 3.0 par rapport à cette révolution qui a amené la Covid? Moi, j'abonde dans ton sens et je me questionne vraiment sur le persona qui est le chercheur. Et comment on va réussir à réconcilier ça entre quelqu'un qui a envie de réfléchir en groupe ou dans son coin et pas nécessairement en live. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je n'ai pas de réponse à ça, mais qu'est-ce que ça va donner, ce chercheur-là 3.0? Mais en fait, moi, je pense que ça a quand même eu un effet, tu sais, puis Amélie, là, qui est la coordonnatrice du réseau qui nous rassemble aujourd'hui, en fait, l'a nommé aussi, c'est que c'est comme si on a tout eu une espèce de d'affect, d'émotion, de dire, hey, il se passe quelque chose, je veux me rendre utile, je veux faire quelque chose. Puis ça a eu quand même l'effet, en tout cas, je trouve que ça a révélé que nos réflexes n'étaient pas nécessairement les bons. D'une part, oui, c'est vrai qu'il y a certains types de recherches, certains scientifiques qui ont été mis sur la scène, beaucoup de choses qui ont été rendues visibles, par exemple, les gens qui travaillaient sur les environnements bâtis, cette réflexion-là là, concernant les inégalités, justement, au niveau de où vit-on, puis quand il y a juste 2 kilomètres autour de chez toi qui sont accessibles, c'est quoi nos environnements? Mais d'autre part, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs, de types de recherche qu'on aurait vraiment eu pertinence d'aller voir, en fait. Puis, il y a comme plusieurs personnes qui se sont dit « Hey, moi, je vais travailler sur telle thématique », sans se dire, en fait, il y en a peut-être des gens que ça fait comme 30 ans qui travaillent sur ces thématiques-là, puis ils en ont eu des choses à dire, en fait. Fait que, puis on le voit là, avec Marine, là, justement, on va regarder ça, mais il y a eu beaucoup de répétitions, dans beaucoup d'appels à projets aussi qui étaient comme sensiblement sur la même affaire. C'est comme si on a été beaucoup... on s'est tout un peu garroché. C'est ça que je veux dire. Puis on n'a pas nécessairement eu le réflexe de se dire, avant que moi j'aille proposer tel projet de recherche, avant que moi j'aille faire telle recherche, est-ce que je ne devrais pas plutôt aller voir qu'est-ce que ces autres
ces autres experts-là ont eu à dire. Donc, en tout cas, quand tu as dit l'expression « expert instantané », là, on dirait que ça m'a beaucoup interpellée justement de ne pas avoir une perspective très, très historique là, dans notre truc. Alors voilà. Je ne sais pas si ça résonne avec d'autres. Totalement. Moi, j'ai envie de te dire qu'en transfert de connaissances, on fera l'agrégation avec plaisir. Ben moi, j'ai commencé même, pas avant Internet, mais avant l'ordinateur. J'ai écrit ma thèse de maîtrise sur une machine à écrire. Pour les jeunes, là, il faut leur expliquer ce que c'était. Quoi qu'il paraît que ça revient à la mode. Comme quoi, il ne faut jamais rien jeter du sol de ses parents. Moi, une des choses que je vais peut-être, il faut que je quitte à midi tapante là, parce que faut que j'aille enseigner à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, donc il faut que je m'y rende. Mais je crois que si on retient quelque chose de cet épisode, de nos vies collectives de chercheurs, c'est qu'il nous faut nous donner ça rejoint ce que je dis depuis tout à l'heure, des moyens pour diffuser notre recherche en temps réel, d'une manière qui n'est pas tout simplement... il y a une manière de diffuser notre recherche en temps réel, c'est de faire confiance aux médias. Hein, c'est de publier dans les... ceux qui se souviennent, là, il paraît que c'est de retour dans la chronique de Patrick Lagacé de ce matin. Ceux qui se souviennent de l'affaire Weinstock de l'an dernier, là, ça me semble il y a 1000 ans, là, mais c'était il y a 17 mois seulement. Bon, on peut avoir une sorte de saine méfiance par rapport aux médias traditionnels comme diffuseurs de notre recherche. Leur business, ce n'est pas de nous rendre service, c'est de vendre des clics ou des journaux. Mais il faut que nous nous donnions des véhicules qui ne sont pas des revues scientifiques traditionnelles, mais qui sont quand même sérieuses, qui sont quand même sujettes à une sorte de contrôle de rigueur, pour faire de sorte que nous soyons les agents de la diffusion en temps réel de notre propre recherche, plutôt que de laisser cela à d'autres. Je ne sais pas exactement comment faire. Il y a des gens qui travaillent en physique qui me disent que la personne qui travaille en physique, son activité première dans la semaine, le lundi matin, c'est d'ouvrir les American Abstracts pour voir ce que le monde fait. Là, et faudrait peut-être qu'on ait quelque chose de similaire dans nos tribus. Pour qu'on puisse se parler plus régulièrement de ce qu'on est en train de faire là, plutôt que le produit fini qui va paraître dans 2 ans. Pas qu'il faille abolir, non plus c'est favorable pour la diffusion de recherche future, mais ça ne peut pas suffire pour que notre recherche ait de la pertinence dans le moment présent. Voilà. Est-ce que c'est votre mot de la fin sur la 4e question? Oui, c'est peut-être mon mot de la fin, puisqu'il est 11h57 et que j'ai trop parlé, puis qu'il va falloir que je vous quitte dans 3-4 minutes. J'ai envie que vous respectiez vos frontières avec un 2 minutes de lousse. Mais merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas vous rejoindre. C'est un peu dans ce sens-là que j'avais invité Madame de Québec Science, en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Et moi, je pense qu'un genre de Reddit, là, les jeunes, il faut que vous m'aidiez là-dedans, là, mais un genre de média social là, qui permettrait d'avoir des discussions. Moi, j'utilise beaucoup le mot co-construction avec ses avantages et ses inconvénients et ses limites. Là. La co-construction, c'est beau, mais ce n'est pas fait pour toute question non plus. Mais de voir le processus permet aussi d'avoir une réflexion différente. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis super intéressant. Je prendrai vos cours avec grand plaisir, moi. Puisque en étant chercheur, on est toujours étudiant. Hein, j'ai envie de dire, on apprend toujours. Donc, Émilie, il y avait Mme Gentelet qui nous avait laissé la réponse à la dernière question. Penser demain, c'est quoi en lien avec la covidisation? Elle nous a écrit, cela va être important d'analyser les conséquences sociétales de la COVID, mais il serait important de laisser de la place aux autres thématiques de recherche. Donc, c'était sans explication. C'était pour le rapport aussi qu'on ait quelque chose pour penser demain. Donc, je vous laisse, si vous voulez, nous dire une phrase sur le penser demain en lien avec la covidisation. Émilie? Je ne devrais même pas commencer. Moi, je vais dire, en lien avec ce que Mme Gentelet nous dit, justement, à inviter
les unusual suspects. Moi, je suis toujours dans le bilinguisme de cette vie, mais comme par exemple, justement, on veut faire de la recherche live comme ça, on veut utiliser des nouveaux outils, ben allons aller chercher des artistes, des gens qui travaillent justement sur complètement d'autres thématiques. Moi, j'ai envie de penser avec des historiens de l'époque médiévale, là, par exemple, qu'on voit justement des liens qu'on peut faire, ou des gens qui travaillent avec les animaux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouvrons là vraiment là, les frontières de l'intersectorialité. D'accord. Vu que tu as fait des super belles citations, je vais dire « think big ». Marie-Pierre? Oui, ben, c'est à peu près la même chose. Ne jamais perdre de vue le côté global de ce qu'on fait. Simple et précis. Le global, oui. Qui englobe les inégalités, les égalités, tout ça, oui. Dorian? As-tu fait ton devoir? Moi, j'aime bien cette citation de Darwin qui dit « Ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit ni la plus intelligente, mais c'est celle qui est la plus adaptable au changement, qui vit avec les moyens disponibles et qui coopère avec les menaces communes. » Et je pense que la charge mentale a été importante. La révolution mentale a été importante pour le monde de la recherche, parce qu'il a fallu tout repenser et je pense qu'on a les outils pour s'adapter et qu'on va s'adapter. Marine, ou quelqu'un d'autre pour la dernière minute? Alors, c'est moi qui vais avoir le mot de la fin. Je pense que ce sera mieux. Mais moi, j'avais juste envie de dire « ensemble ». Fait que merci beaucoup. Et merci puis, à toi, on se revoit pour les actes de colloque. Et c'était génial. Super merci intéressant. Au revoir tout le À monde. bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir, à la prochaine. À la prochaine.